I'm just getting in. I knock on the door. Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Ce qu'il y a de terrible avec le procès actuellement en cours à la 31e chambre correctionnelle de Paris et concernant l'affaire dite des suicidés de France Télécom, c'est qu'il donne à voir et à comprendre toute une stratégie, toute la logique d'éradication mise en place par la direction de France Télécom et de son PDG Didier Lombard entre 2005 et 2008 afin de se séparer de 22 000 salariés en 3 ans, rien que ça. Au fur et à mesure des témoignages livrés à la barre des témoins, on découvre des méthodes de management ayant conduit à instaurer un véritable climat anxiogène, seul capable pour la direction de faire partir 1/6 de ce personnel encore protégé pour 80% d'entre eux par un statut de fonctionnaire dans cette entreprise qui venait tout juste de se faire privatiser. Les salariés étaient devenus des cibles. On était dans une logique de rouleau compresseur, déclare ainsi le cofondateur du cabinet d'expertise Technologia, mandaté par le CHSCT de France Télécom pour mener une étude sur les dégâts de 3 ans d'une telle politique de gestion des ressources humaines. Les anciens salariés décrivent, eux, une chasse au quinca, l'exacerbation des tensions et des rivalités entre collègues, la mise au placard jusqu'à ce que la personne craque, les humiliations publiques, la réorganisation nombreuse et désordonnée des services qui désorganisent les salariés et qui les désorientent. Et à défaut de pouvoir les faire partir, la direction de France Télécom, devenue depuis Orange, a fait en sorte qu'ils partent d'eux-mêmes. Elle l'a fait sciemment. Pratique managériale délétère qui avait un nom. Ce nom, c'était Next. Au suivant en français et un fondement, le harcèlement moral systématique. C'est ce système revendiqué par une direction hors sol qui est jugé à Paris en ce moment, ce système et ses conséquences, quand même 19 suicidés dans la période et qui a dit que le travail c'était la santé. Fin du procès dans un mois. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 30, réalisé toujours par Jérôme. Dans un instant, Manuel Pomar nous donnera des nouvelles de la scène art plastique toulousaine et il y en a plein des nouvelles et des réjouissantes. Et puis je recevrai Ember, contrebassiste, musicien singulier et donc indispensable de la scène musicale d'ici et d'ailleurs, membre du trio Boucan dont on entend entre parenthèses le premier album pour l'automne prochain. On est assez impatient. Incroyable interprète, Ember d'un répertoire solo, libertaire et énervé, auteur de textes noirs, emplis d'une poésie désespérée et d'une lucidité plutôt glaçante qui raconte la dérive d'un monde partant en vrille. Ember est avec nous pendant 1 heure, avec sa liste de quelques-uns de ses morceaux fétiches, ceux qui l'ont peut-être aidé à construire son univers artistique. Il est venu aussi avec sa contrebasse, donc musique vivante à prévoir d'ici la fin de l'émission. Mais on commence tout de suite, et comme d'habitude, par la nouveauté de la semaine. My Imaginary Loves est un trio post-noise rock toulousain, 3 filles électriques au service d'une musique plutôt sourde, lancinante, tout en énergie contenue et au final plutôt jubilatoire. 3e album pour ce trio, album plutôt tendu et explosif qu'elle commence à défendre un peu partout en ville. Et puisqu'on parle de concert de My Imaginary Loves, notez illico sur vos tablettes qu'elles seront présentes sur la scène de la Cave Poésie le 28 juin prochain pour le 30e anniversaire de Caramel Mou. Caramel Mou qui fêtera donc son 30e anniversaire, concert gratuit, je vous le rappelle, sur invitation. Écrivez-nous sur le Facebook de l'émission. 50 places à gagner. En
En attendant ce moment festif et caramellesque, on écoute tout de suite My Imaginary Loves, extrait donc de cet album Aside. Là, le morceau c'est oui, Falter, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Joe Kangourou, toujours Caramel Mou. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus et on attaque la première partie de cette émission avec Manu Pomar. Manu Pomar, bonsoir. Bonsoir. Qui régulièrement depuis septembre viennent nous donner des idées d'expo, viennent nous raconter ce qu'il a vu et viennent de temps en temps pousser des coups de gueule parce que ce qu'il a vu, entendu ou ce qui se prépare ne lui plaît pas. On est sur quel registre aujourd'hui, Manuel? Ça me plaît. Ah, ça va être formidable. Quoique la comme dernière certains fois, font, je lève le pouce. Voilà, ça vous avait plu aussi de nous parler de l'expo Picasso Retirada actuellement aux abattoirs. J'ai parlé du versant qui m'avait plu. Je préfère garder mon temps au plaisir plutôt que... à râler. À râler, on râle assez sur ces zones dans cette émission pour que de temps en temps on évite de le faire. Expo Picasso qui a un succès terrible. J'ai vu des queues, j'ai même subi des queues pour aller la voir. Je vais voir régulièrement mon camarade Didier à la librairie et j'assiste aux longues attentes. Ah ouais, c'est incroyable, comme quoi il n'y a pas à suer. On met Picasso n'importe où, il y a toujours du monde. Quoi qu'on présente. Oui. Quoi qu'on présente. Un jour, on présentera sa cuisine complète. Non, mais je crois qu'en ce moment, en France, il y a simultanément 11 expositions Picasso. C'est dire de par le monde, je ne préfère pas savoir. Il faut dire que l'œuvre pléthorique permet... C'est dire que le type avait produit, certaines mauvaises langues dire tout et n'importe quoi, mais avait quand même beaucoup produit. Beaucoup produit, oui, de quoi, de 1918, même avant, 1902, 3, jusqu'en 75, 16 et sa mort, oui, puisqu'il a carrément travaillé jusqu'à sa mort. Bon voilà, donc l'expo Picasso aux abattoirs, c'est jusqu'à fin juin, vous avez encore... Non, jusqu'à fin août. Fin août, donc vous avez encore 3 mois pour aller la voir. De quoi qu'on cause aujourd'hui? Je vais vous parler du WeAct, le week-end de l'art contemporain, organisé par le réseau Pink Pong, donc le réseau des lieux d'art de l'agglomération toulousaine. Ça a démarré mercredi, c'est jusqu'à dimanche. Donc tous les lieux proposent à la fois leurs expositions et quelques événements, soit des visites, des ouvertures d'ateliers, des performances, des concerts. Je vais vous donner 2-3 dates et après je parlerai de 2 expositions. Une qui est à cheval entre le Siam, la Fabrique et Lieu commun, donc chez moi. Voilà, mais bon, là, je suis obligé d'en parler. Et une autre qui est à la Maison Salvant à la Beige. À la Beige, très bien. Alors, ce soir, il est encore temps d'aller à l'adresse du Printemps de Septembre, donc quai de la Dorade, juste à côté des Beaux-Arts, où le Printemps de Septembre, vu que c'est son lieu, l'adresse, propose un choix de 2 diplômés de l'année dernière. Il y a de la performance et de la vidéo, c'est jusqu'à 20h. Demain, par exemple, à Lieu commun, nous faisons des ouvertures d'ateliers parce qu'il y a des morceaux d'artistes dans Lieu commun. Donc, il y aura des performances à partir de 18h et ce jusqu'à 20h. Il y a au BBB... D'abord, Lieu commun, rue d'Armagnac. Faubourg Bonnefoy. Le BBB, pas très loin de Lieu commun, dimanche à partir de 15h, diffusion de films de Marie Vonnier. Je ne sais pas si vous voyez, elle a récemment fait un film extraordinaire sur un lutteur de lucha libre et qu'on a pu voir, on a eu la chance de voir à Toulouse et c'est un film assez... truculent et qui donne beaucoup d'espoir de la part de l'engagement de cet homme qui est homosexuel dans un milieu assez testostéroné et qui a su persévérer et trouver sa place. Voilà, c'est quelqu'un qui irradie une force assez extraordinaire. Il y a aussi les Halles de la Cartoucherie.
bon, même si c'est pas mon endroit préféré au monde, je tiens quand même à signaler qu'il y a l'exposition des diplômés de l'ISDAT 2018 qui s'appelle Première Pression. Elle est ouverte demain et jusqu'à dimanche. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Le Château d'Eau aussi, il y a une très belle expo d'artistes européens qui viennent d'Espagne, d'Allemagne, qui s'appelle Current Ship. Et le Siam La Fabrique aussi, qui proposera une visite demain à 18h autour de l'expo Présence Manchounette, ce qui me permet d'enchaîner. Voilà. Alors, Présence Manchounette, c'est qui ? C'est quand ? C'est un collectif d'artistes de Bordeaux qui a été actif de 1969 à 1990. Ces messieurs, car ce sont tous des messieurs, se sont rencontrés sur les bancs de la fac de lettres bordelaise en 68 et se sont plutôt retrouvés autour de l'engagement et du militantisme. Ce sont des littéraires, ce sont des personnes qui n'ont pas de formation artistique au départ. Ils se sont emparés, saisis du champ de l'art pour un peu continuer leur engagement, mais par la forme. Ce sont des artistes qui sont plutôt de l'ordre de l'appropriation, c'est-à-dire qu'à partir d'objets, on va dire de ready-made ou d'associations d'objets, ils créent des formes et surtout du sens. On est vraiment chez des trublions de l'art. Même, je pense pas que... Je dis trublions parce qu'une grande partie de leur œuvre est très très drôle, mais surtout très très acide. C'est un travail qui s'amuse à dégommer les autres artistes. Une de leurs cibles préférées, c'était Daniel Buren. Tout le monde voit à peu près, il a un système, un protocole qu'il applique depuis la fin des années 60 à partir de bandes de 8,6 cm de couleur qui peut décliner sur les murs du mobilier. Ou sur les colonnes de Buren au Jardin Royal. Au Jardin Royal. Donc Buren a été une de leurs cibles, aussi bien en détournant son travail, mais il y a une partie de l'œuvre de Présence Manchounette qui est la correspondance. Donc des lettres tapées à la machine à écrire où il s'adressait directement soit aux artistes, soit aux galeristes pour leur expliquer par les tenants et les aboutissants avec des formules très construites et très drôles l'ineptie de leur travail ou de leur démarche. Et pour vous situer un peu tout ça, je vais quand même lire un extrait. Ouais, pas de la correspondance, mais d'une partie, parce qu'on était encore à l'époque des manifestes, mais leurs manifestes, je pense qu'ils l'ont fait un peu pour mettre un terme à cette période des manifestes. Ça commence par « Sinon le désespoir du dilettantisme, la fleur de la vulgarité, un baroque rachitique, un rasoir fluorescent, une dénégation distinguée, une provocation souterraine, une paresse qui enfle. » Bon... ce sont les petits-enfants des Dada, évidemment. Ils sont aussi très proches de Fluxus. Alors Fluxus, c'est Robert mouvement Filiou, artistique niçois, on va le dire comme ça. Oui, il y a eu Ben, mais voilà. c'est pas que niçois. Et Filiou, un de ces chantres, avait développé tout un système de rapport à l'art qui était basé sur le fait que les choses étaient soit bien faites, soit pas faites, soit mal faites. Chez Présence Manchounette, on est souvent dans le mal fait. Ça n'a rien de péjoratif, c'est-à-dire que les objets sont mal collés entre eux et ces objets jouent souvent des goûts. Il y a un très fort rapport au décoratif, donc des goûts entre le goût populaire. Ce sont des personnes qui sont issues des classes populaires et on sent dans le travail une très très grande affection, un amour profond même, et pour ces objets. Pour ces objets et pour ceux qui vivent avec, qui habitent au milieu de ce type de décor. C'est une sorte de transcription de la philosophie marxiste aussi, de la lutte des classes. Une des œuvres que nous présentons à lieu commun s'appelle Transition Valse. Elle date de 77. On arrive avec, on voit un papier peint qui est motif brique, brique blanche, mortier noir. Ensuite, on a un autre papier peint qui est blanc avec des motifs géométriques op art et le mur, le sempiternel mur blanc du White Cube. Donc évidemment, on a une valse à trois temps avec le goût populaire, le goût bourgeois avec un motif un peu cool et la supériorité de l'élite avec l'imposition du dogme général de l'accrochage. Voilà. C'est
c'est très ténu, mais il y a des pièces beaucoup plus pop. Alors chez nous, à Lieu commun, on est dans le moteur de Présence Manchounette. On va retranscrire les correspondances. Il y a des vidéos, témoignages de vernissage où on savait s'amuser à l'époque. Peut-être aussi des photographies justement qui sont plus de leur documentaire, des intérieurs de leur famille, des photos presque de famille. Ce sont des artistes aussi qui pratiquaient la boxe. Donc ils ont organisé plusieurs matchs de boxe entre artistes et ils s'amusent évidemment à débiner ceux qui claironnaient de leur présence et qui finalement au dernier moment, voyant que les Présences Manchounettes étaient de vrais boxeurs, annulaient au dernier moment et retournaient Kazakh. Voilà le combat quoi. Je ne citerai personne, mais un niçois d'ailleurs qu'on aime tous, que tous les ados à une époque avaient sur leur trousse et leur cahier, voire leurs chaussettes. Très bien. Donc ça commence par B, ça finit par N. Il y a une lettre au milieu. Il y a une lettre au milieu. Par exemple, alors au SIAM, là, on a vraiment un florilège d'œuvres. Je crois qu'il y a 270 œuvres. C'est enivrant, c'est excitant, c'est drôle. Moi, j'ai déjà été 3 fois. Il faut que j'y retourne encore pour explorer tout ça. Alors, je vais en décrire 2, 3. Par exemple, il y a un tableau classique de nature morte avec le pot, les fleurs. Et au-dessus, un diffuseur d'odeur. Et donc, le titre, c'est « L'odeur est une forme », évidemment. Après, il y a une vue de fond de piscine, donc l'eau toute bleue, et c'est un tableau. Et à l'angle en bas à droite, il y a un marteau collé. L'angle en haut à gauche, il y a une faucille. Et donc, ça s'appelle « Des rives marxistes ». Voilà. Ou la fameuse pipe de Magritte. Mais là, c'est « Ceci n'est pas une fellation ». Donc, bon, tout est de cet acabit. Pour moi, c'est vraiment... Puisque le tableau de Magritte s'appelait « Ceci n'est pas une pipe ». Voilà. Sinon, oui, il y a aussi... Ça, et parfois, il y a vraiment aussi une magie des formes qui fait que ce sont des objets tellement incongrus qu'ils en deviennent beaux. Par exemple, il y a un cendrier émaillé avec une sculpture africaine qui a un 45 tours fiché dans sa tête, et celle-ci s'appelle « Ashanti de faire votre connaissance ». Bon, les sculptures... Bon, voilà, je vais arrêter là les calembours. Mais attention, ce n'est pas qu'une œuvre, elle n'est pas uniquement bâtie sur les calembours. Moi, ce que j'apprécie là-dedans, c'est l'irrévérence par rapport à un système de l'art. Ce sont des personnes qui sont venues un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ils ont été collectionnés par des institutions, par des privés. Ce sont des personnes qui n'ont jamais vécu de leur art. Ils étaient enseignants, éducateurs. Quand ils ont arrêté, c'est parce que justement, à un moment, la scène commençait à faire ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que dans les années 80, Présence Manchounette est devenue up-to-date et c'était pas leur objectif, donc ils ont, comme tout bon groupe de rock, ils ont préféré s'arrêter à ce moment-là. Voilà. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer avec Jérôme Carrier, qui est co-commissaire avec moi de l'exposition. On a pris un plaisir énorme à monter cette exposition parce que ce sont des messieurs toujours très alertes, très acerbes et je trouve que la professionnalisation aujourd'hui de l'art fait qu'on assiste de moins en moins à autant d'effervescence et d'impertinence. Voilà, et d'impertinence. Merci. Donc ça, c'est visible à Lieu commun. À Lieu commun et au SIAM La Fabrique. Au SIAM, c'est jusqu'au 28 juin, à Lieu commun jusqu'au 7 juillet. Donc allez sur les 2 sites, lieucommun.fr et celui du SIAM La Fabrique. Et ensuite... on passe dans un tout autre univers. C'est David Coste, un artiste toulousain qui pratique un dessin noir et blanc qui change de rythme assez souvent. Ce sont des grands formats. Et là, il vient de sortir un livre qui s'appelle Montagne. Et c'est un format 33 tours. Et c'est une sorte de bande dessinée, mais chaque page est une case. Donc, c'est un récit séquentiel qui se développe de page en page. Et à la Maison Salvant, il présente... quelques planches qui ont servi à faire ce livre et des maquettes issues de ce qui est représenté. Au départ, il est parti de la fameuse montagne qui est, j'espère que je ne vais pas me tromper, c'est le Mont Cervin en Suisse qui sert de logo à la Paramount. Et il a développé toute une histoire à partir de là où il vient aussi s'alimenter sur Hergé ou sur
aussi cet avion qui s'était écrasé dans les Alpes. Donc on zoome, on dézoome sur la montagne. Elle devient aussi, on envoie ses entrailles par une mine, des wagons qui pénètrent des tunnels et sa surface comme ça, parfois neigeuse. Donc il y a ce jeu des noirs et blancs qui est très bien mené, très bien rythmé, très 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 acéré. Il y a vraiment, il y a une force. Il travaille beaucoup par hachure. Il y a aucun niveau de gris. On passe du noir au blanc. C'est sec, c'est nerveux. Et comme toujours à la Maison Salvant, un accrochage très juste, très sobre, tout en finesse de Paul de Sorbier. Très distingué, j'aurais envie de dire. Non, mais souvent très distingué. Oui, toujours. Paul a vraiment cette caractéristique dans ses expositions et je trouve que c'est toujours assez beau. Jamais intimidant. Donc ça, c'est à la Maison Salvant. Vous rappelez le nom de l'artiste ? David Coste. Et tout ça dans le cadre donc. Oui, alors là, vous allez sur pinkpong.fr et vous aurez tout le programme. C'est jusqu'à dimanche. Dépêchez-vous. Très bien. Eh bien, Manuel Pomar, merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve avant la fin de l'été. Et je sais bien que c'est moi qui décide. Merci beaucoup, Manuel. Voilà, Critical Quartet Experience, groupe toulousain qui a sorti il y a peu un 6 titres plutôt épatant. On écoute Cherry Pie, un extrait de ce 6 titres-là. Simplement Critical Quartet Experience, on l'écoute maintenant pour simplement que vous notiez sur votre petit calendrier que vendredi prochain, le 31 mai, ils seront à l'Impro à partir de 20h30. Et je vous dis ça parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Donc on ne vous annoncera pas ce concert. Autant l'annoncer tout de suite. Donc Critical Quartet Experience, vendredi prochain à 20h30 à l'Impro. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud.
Ancien contrebassiste du groupe De Rien, groupe chanson, compagnon de route de Jim Murple Memorial, joueur de rock avec Scénic Railway. Ember a également tâté au jazz en duo avec Brunier Chevillon ou au sein d'un trio Free Split du temps où il était étudiant et qu'il étudiait la contrebasse au Conservatoire de Montpellier. Il y passera d'ailleurs 7 ans. C'est dire si la musique, toutes les musiques le passionnent et l'ont sans doute aidé à se construire. Ember, bonsoir. Bonsoir. À ce stade de la rencontre, j'aurais presque envie de vous demander, c'est quoi la musique pour vous? Ça représente quoi? C'est votre vie, c'est votre façon de vivre, c'est quoi? Oui, c'est vrai, hier on m'a posé la question de savoir ce que je ferais si je ferais pas de la musique, et j'ai eu beaucoup de mal à répondre. Non, j'ai commencé, j'ai même retrouvé des petites cassettes où j'enregistrais des chansons quand j'avais 3 ans, le rhinocéros, et puis le navion, tout ça, et puis j'ai fait du piano vers l'âge de 6 ans, 7 ans, j'en ai fait pendant 7 ans, quoi, mais bon, après c'était une heure par semaine, et puis j'étais très mauvais à l'école, je me suis mis à la basse vers 12 ans, j'étais toujours si mauvais à l'école, et puis j'ai redoublé ma 3e, ma seconde, et puis là je me suis dit vraiment, bon, si j'avais bien une chose à faire, c'était bien de la musique, et puis finalement... Non, je crois qu'il n'y avait pas d'alternative. Ouais, c'était une façon de vivre. On vous a demandé de venir ici avec une liste pour comprendre un peu les tours et les détours qui ont fait que vous avez construit un répertoire en tout point singulier, original et j'allais dire, et assez prenant, tellement que quand on s'y penche dedans et qu'on y tombe, on peut plus s'en sortir. Et c'est vrai que vous avez réussi quand même ce petit tour de force de réaliser un répertoire qui fait que quand on y est dedans, on devient accro. C'est quand même assez terrible cette façon, j'allais dire, d'amener les gens à découvrir un univers, à s'y plonger dedans corps et bien. Bah ouais, là, tu me gênes là, c'est oui, c'est quand même le but du jeu, non? Ah bah c'est le but du jeu. Enfin non, le but du jeu c'est de faire de belles choses, et puis voilà, si elles s'enchaînent et qu'elles font qu'un public peut s'y retrouver. Mais en fait, j'ai plutôt l'impression de le perdre, mon public, finalement, à force de mélanger des projets, de partir, tu vois, ça a bien démarré avec le projet Imber, où j'écris des chansons, où je m'accompagnais, j'étais en solo à la contrebasse, et puis j'ai commencé un peu d'autres projets. Là, aujourd'hui, j'ai 5 projets. Voilà. J'ai parlé de Boucan, mais j'ai aussi Bancal Chéri avec Dimonet, Nicolas Jules, donc c'est notre projet un peu rock'n'roll. Puis j'accompagne maintenant le Tigre des Platanes quand même. Donc ça, c'est un projet complètement en jazz. Donc effectivement, tout le milieu de la chanson qui me connaissent pour Imber, je leur amène Boucan, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce drôle de truc, tu vois, donc moi je m'y retrouve, franchement, je sais qu'il y a quelque chose, il y a des bonnes raisons de faire ça, quoi. Je saurais pas les définir vraiment, mais en tout cas il y a des bonnes raisons de faire ça. J'aimerais bien qu'un public se comprenne, en tout cas me fasse des retours de compréhension de ce grand mélange, mais quand même je m'aperçois qu'il y a quand même un public qui aime Imber, qui n'aime pas Boucan, ou l'inverse, ou qui n'aime pas le Tigre des Platanes, ou qui n'aime pas le Tigre des Platanes, ou Bancal Chéri. Enfin tu vois, il y a quand même une espèce de truc bon. Alors qu'à chaque fois, on retrouve quand même Ember, et c'est vrai que Ember croisant le chemin du Tigre des Platanes, ça a donné quand même une nouvelle formation et un coup de boost qui fait que l'actuel répertoire du Tigre des Platanes est assez diabolique. Ouais, bah oui, mais enfin moi je me régale. Après c'est quand même surtout, c'est quand même que des compositions de Marc Demro, donc moi là je suis vraiment, je prends le truc comme un accompagnateur. Après j'ai une grande gueule, donc je prends ma place. Voilà. Mais et vous avez une grande gueule, effectivement, ça s'entend, y compris dans le Tigre des Platanes. Donc on vous a demandé d'amener un peu la liste des morceaux qui vous sont chers, même si vous avez pu me dire dans l'échange de mails que l'on a pu avoir avant l'arrivée de cette liste que c'était quand même assez compliqué, mais je vais vous rassurer, c'est compliqué pour tous les gens
gens qui sont arrivés avec cette liste-là. J'imagine. 10 morceaux, c'est pas beaucoup. Mais enfin, quand même, quand on regarde la liste des 10 morceaux, on arrive un peu à comprendre comment vous en êtes arrivé à ce que vous faites là, même si vous avez plusieurs casseroles sur le feu. C'est vrai qu'on arrive un peu à comprendre un peu le trajet. Et le premier morceau, on l'écoute tout de suite, hyper connu pour tous les gens qui ont connu les années 70. C'était l'entrée quand nous étions adolescents, je parle de moi et de ma génération, c'était un peu l'entrée que l'on avait quand on voulait rentrer dans le jazz. On nous disait toujours, écoute ce morceau et tu vas voir, le jazz c'est pas mal. Et alors si je disais à regarder l'ensemble de la liste, on comprenait à peu près le cheminement d'Ember Ember, par contre celui-là, effectivement, premier morceau, celui-là il m'a quand même assez scotché. J'imagine pas Ember Ember adolescent écouter le call concert de Keith Jarrett, alors que moi ce qui vous définit, pour moi, c'est plutôt l'énergie, le côté punk, le côté rentre-dedans et surtout, et sûrement pas la sérénité. Ouais, mais après, il fallait commencer par un début. C'était la musique qui passait dans la salle de bain chez mes parents, puisque mon père avait eu la bonne idée de mettre des enceintes dans la salle de bain, que du coup, je prenais des bains et j'écoutais ça à fond la caisse, et c'était franchement un grand bonheur, quoi. Donc c'était une porte du jazz, quoi. Après il écoutait, et puis dans ces musiques qu'on écoutait dans la salle de bain, en termes de jazz en tout cas, il y en a pas mal qui ont un peu vieilli, tu vois. Il y avait Jan Garbarek par exemple, que mon père écoutait aussi, dans laquelle j'ai pu découvrir Miroslav Vitous, qui est pour le coup a été une grande influence en termes de contrebasse pour moi. Et Burkhard Weber aussi, avec Garbarek dans ces mêmes périodes, qui était aussi tout à fait. Mais pour le coup, ça a un peu pris, quelques rides, quoi. Il y a un petit côté un peu, bon, je sais pas, j'imagine c'est les effets un peu, je pense que tu vois, que finalement Keith Jarrett, c'est du piano, quoi. Donc voilà, ouais. Avec un concert légendaire où il est parti sur 3 notes et ça a tenu tout le concert, et petit à petit la musique s'est construite. Le concert de Cologne. Voilà, le concert de Cologne. Deuxième morceau. Arnaud, donc Arnaud, Ember, Arnaud évidemment, donc on va dire Arnaud tout court, ça suffira. Arnaud avec cette reprise d'une chanson de Brel, Arnaud Brel. Voilà, ouais, Arnaud Brel, le bon Dieu qui faisait partie du dernier album, les Marquises, du dernier album de Brel. Ouais, possible. Moi, pour le coup, c'est pas du tout chronologique cette histoire. Moi, j'ai entendu, j'ai découvert ça, je devais avoir plus de 20 ans. D'ailleurs, ça doit avoir à peu près 20 ans, j'en ai 40. Et j'ai découvert Arnaud sur ce disque en live, quoi. Ouais. Et effectivement, finalement, les deux chansons que je préfère sur ce disque, c'est celle-là, Le Bon Dieu. J'ai découvert aussi cette chanson de Brel que j'écoutais dans l'enfance avec mes parents toujours. Oui, parce que c'est un morceau qui a dû sortir vers 75 ou 76. Mais je ne connaissais pas ce morceau. Il est absolument magnifique. Et puis la version d'Arnaud, pour le coup, est terrible. Et il y avait un autre choix qui était possible sur ce disque, c'était Ostende et de Ferré, et qui est terrible aussi, la version d'Arnaud là. Voilà, donc Arnaud, le spécialiste des reprises. Nouveau morceau. Berrurier Noir, Porcherie, extrait d'un album légendaire dans le rock français, Concerto pour détraquer. Morceau 30 ans après, étonnamment d'actualité. C'est quand même ahurissant qu'on entende le père avec la fille qui se profile dimanche aux Européennes. 30 ans plus tard, il pourrait la réécrire maintenant, ça serait la même chose. Ouais, c'est le côté punk là qui ressort avec les Berus. Je sais pas, moi j'ai pas fait exprès, j'ai pas choisi d'aller vers le punk. Moi j'ai découvert ce genre de musique et puis je me suis retrouvé justement, je me souviens très bien d'un moment dans les rues de mon village, dans l'Hérault, quand j'avais 13-14 ans, où j'écoutais ce morceau-là, mais en concert, où ça finit par alors on fait confiance, plus jamais de 20%, nous serons toujours contre Le Pen, c'est ça le mouvement de la jeunesse, et la jeunesse emmerde le Front National, tout ça. Et là je me suis dit putain, mais là il s'est passé un truc dans mon corps, en tout cas, tu vois.
Et à partir de là, j'ai eu l'impression d'avoir des frères, quoi. Et au niveau de votre pratique musicale, je le disais au début de cet entretien, vous êtes aussi passé par du rock, par du punk, par des groupes d'adolescents, peut-être dans des garages. C'est des choses que vous jouiez à ce moment-là? J'en ai beaucoup plus écouté que ce que j'en ai joué, tu vois. En fait, j'écoutais ce genre de trucs et à côté de ça, je faisais plutôt... je travaillais, quoi. Tu vois, je suis rentré dans une école de jazz quand j'avais 14-15 ans, et puis le conservatoire quand j'en avais 15-16, et puis j'avais pris la décision de faire la musique, de la musique ma vie, et donc je me suis vraiment mis, d'ailleurs pour la première fois de ma vie, c'est en arrêtant l'école quand même, c'est que vous avez travaillé. Je me suis mis à travailler, mais pour le coup vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup j'écoutais ce genre de trucs, mais pour moi, pour apprendre la musique, c'est vraiment par d'autres chemins que j'y suis arrivé. Aujourd'hui, je le retrouve je m'y retrouve un peu dans Boucan, tu vois. Je commence même dans le Tigre des Platanes, parce que c'est du punk, le Tigre des Platanes, aussi, tu vois. C'était quoi le plus du jazz par rapport à la musique que vous écoutiez? Le jazz, il avait quoi en plus pour que ce soit sur cette musique-là que vous soyez d'abord parti? Je sais pas, mais je pense qu'il avait la difficulté au départ. Il y a un truc, c'était un exercice, quoi. Au départ, moi j'ai fait le jazz parce que c'était un exercice, et puis je me suis mis à aimer ça. Puis on va peut-être écouter Dollar Brand tout à l'heure, mais on m'a amené voir Dollar Brand quand j'avais 13 ans à Prades-le-Lez, et j'étais bouleversé. À la fin, j'ai même serré la main à Dollar Brand, donc quand j'avais 13-14 ans, tu vois, à la fin du concert et tout, ça reste assez gravé dans les mémoires. Voilà, donc c'est pas qu'une histoire d'exercice, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais... Dollar Brand, on va l'écouter. Donc Dollar Brand, pianiste sud-africain, et cette tradition sud-africaine, elle se retrouve énormément dans ses musiques. Là, il était en duo avec Archie Shepp au saxophone. Je me disais quand même, vous disiez que vous aviez 13-14 ans lorsque vous rencontrez et lorsque vous allez écouter Dollar Brand. Il fallait quand même avoir une sacrée personnalité pour pouvoir revendiquer ses musiques devant les copains, alors que dans les cours de récré ou dans la cour du collège, quand on parlait de musique, c'était pas du tout de ça. Non, mais c'est vrai, mais en fait, j'avais pas tellement de copains ça doit être ça, Enfin, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis pas pareil, il va falloir faire avec, et j'ai fait avec, et j'en tire une certaine fierté aujourd'hui. Ah ouais, il faut une sacrée constance, ouais. Vous étiez quelqu'un de solitaire? Ouais, après ça va, je suis pas non plus, j'étais pas malheureux, vous étiez pas social, mais je sais que j'étais différent, quoi. Effectivement, dans la cour d'école, ça se voyait que j'étais différent, et puis, à un moment donné, en 6e sûrement, j'ai les copains qui m'ont dit, ouais, faut avoir des Nike, sinon t'es trop nul et tout. Je suis allé m'acheter des Nike, et puis en fait, c'était des Nike de filles. Du coup, ils m'ont dit, mais c'est des Nike de filles. Je me suis dit, plus jamais une concession comme ça, quoi, tu vois. Et puis, donc, à partir de là, je me suis habillé n'importe comment, et ça allait beaucoup mieux. Puis là, ils ont bien vu que, tu sais, quand t'arrives habillé n'importe comment, les gens, ils disent, lui, il est spécial, mais en fait, finalement, ils t'acceptent plus comme ça que quand on essaie de se fondre. Que quand t'es pas toi-même. Ouais. La contrebasse, c'est finalement aussi un instrument de solitaire. Ouais, c'est un instrument de solitaire, et puis c'est aussi un instrument c'est une manière de se démarquer, quoi. Parce qu'effectivement, pareil, les copains qui se mettaient à la musique, ils se mettaient à la guitare, quoi, ou à la batterie. Mais effectivement, bon, moi j'ai dit, non, je vais faire de la contrebasse, quoi. C'était l'idée, ouais. Il y a pas très longtemps, nous avions à ce micro El Gato Negro qui vient de faire un morceau qui s'appelle Guitare de plage, où il raconte qu'effectivement, la guitare, ça lui a surtout servi à aller draguer la minette pendant les vacances sur les plages du littoral. Effectivement, ça, on peut pas le faire avec une contrebasse. C'est plus difficile, ouais. Ça c'est vraiment difficile. Allez, morceau suivant. Celui-là, on va pas l'écouter plus, tout le monde le connaît, le reconnaît, ce début à l'accordéon, ça y est, c'est bon, on sait de quoi on parle. Vous aviez dit à ce micro il y a quelques années que Renaud, c'était quelqu'un qui vous avait beaucoup accompagné, là aussi, adolescent. Ah ben ouais, mais c'est pas qu'adolescent, c'est vraiment à partir de... J'ai découvert Renaud à 6-7 ans, et quand j'étais pas dans la salle de bain à écouter les musiques de mes parents, j'écoutais Renaud dans ma chambre, quoi. Donc c'était vraiment 24 heures sur 24, donc on fait un retour un peu en arrière, mais je pouvais pas, dans 10 morceaux, ne pas mettre Renaud, quoi. Il a vraiment trop influencé. Après, je me suis arrêté à 13-14 ans. Je suis passé au Berru. C'est quoi qui vous touchait dans la musique et dans les chansons de Renaud? Je sais pas. C'est...
posteriori, je crois quand même que c'est un grand auteur. Voilà, même si c'est difficile à assumer aujourd'hui parce que bon, il part un peu en vrille, mais voilà, en tout cas, ça a été un grand auteur, quoi. Enfin, que ça soit celle-là ou il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Il y en a 7 ou 8 par album, je pense, qui méritent d'être dans les tops de l'écriture, quoi. Enfin, c'est du niveau largement de Brel ou Brassens ou compagnie, quoi. L'écriture chez vous, ça part de quoi ? Je le disais tout à l'heure, c'est des textes souvent très très sombres, avec une poésie plutôt désespérée, de temps en temps surréaliste. Vous partez de quoi et comment se passe un peu ce phénomène d'écriture chez vous ? Ça c'est vraiment très mystérieux. Je sais pas d'où je sors mes idées. Après les mots, mon père était beaucoup dans les mots. Mon père écrit très bien et ouais, enfin on avait un attachement aux mots, quoi. Donc moi j'ai commencé à écrire des poésies vers 8-9 ans, tu vois, puis un peu plus vers 16-17 et puis finalement des chansons vers 18 ans, quoi. Tu vois, c'était un peu normal d'utiliser des mots. Après, la question aujourd'hui, c'est plus de savoir comment mettre de la voix sur de la musique. Et puis bon, je ne parle aucune langue étrangère, donc je me retrouve à devoir chercher des mots, mais c'est plus en lien avec la musique qu'avec un sens. Enfin bon, après voilà. En réfléchissant, je finis toujours par retomber sur mes pattes et ça m'agace d'ailleurs. C'est une mécanique qui prend beaucoup de temps. Vous écrivez vite ou c'est des choses que vous travaillez, retravaillez, ça reste dans un coin, vous y revenez 2 jours plus tard ou c'est d'un jet ? C'est très aléatoire, mais ça dépend encore une fois beaucoup de la musique. Si et il m'arrive d'écrire une chanson, si la musique est évidente, le texte va arriver, sera évident, et puis il aura même pas besoin d'être fort, enfin, ou juste un tout petit peu, mais tu vois, t'envoies une bonne phrase au milieu que tu répètes 2-3 fois, et puis ça suffit, quoi. Quand la musique est moins forte, je me retrouve à écrire, à chercher, là ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Et puis au final, souvent je me dis bon, cette musique elle est vraiment pas bien, donc je finis par garder le texte et changer la musique, et puis ça devient une toute autre chanson, mais voilà. Cette constance qu'il y a dans votre répertoire, au moins celui de Ember, le répertoire que vous avez joué en solo ou quelquefois en duo, parce que finalement il y a eu quelques duos. Il y a eu un duo avec Stephen Harrison, un autre contrebassiste, et vous jouiez vos morceaux à vous. Il y a eu aussi le duo avec Bruno Chevillon, c'était aussi sur votre répertoire, et là c'était aussi 2 contrebasses. Il y a eu aussi le duo avec Frédéric Jean qui vous accompagnait à la batterie, toujours sur votre répertoire, donc vous l'avez joué en solo ou quelquefois en duo, mais il y a une constance dans vos chansons, c'est leur côté très sombre, très désespéré, avec cette façon de se dire, quand on a écouté vos albums ou quand on sort de vos concerts, quand même, il n'a pas beaucoup d'espérance. Ah ouais, non, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'espérance. T'en as beaucoup, toi ? Franchement, moi j'ai pas l'impression de le dire, mais je n'écris pas des chansons non plus. C'est peut-être mais ça. C'est ça. Non, après, je crois que ça va quand même mieux. À une époque, c'était un parti pris, quoi, d'être noir. Et puis c'était une manière d'échapper au côté fleur bleue ou rose, tu vois. Enfin voilà. Donc l'idée, c'était d'être noir. Aujourd'hui, ça change un peu, mais en même temps. Enfin, moi j'aime bien quand ça gratte, quoi. J'aime bien quand ça gratte, puis quand ça, oui. Enfin, je sais pas comment le dire, mais que ça soit. Faut pas que ce soit lisse. Ouais, voilà, que ça soit pas lisse, quoi, que ça soit pas lisse. Donc j'ai des tendances à la noirceur, mais je pense que je fais des progrès. D'ailleurs, je prépare un 5e album. Ah oui, ça y est, c'est parti, l'écriture, l'enregistrement. Ouais, l'écriture. Je peux même vous dévoiler les musiciens qui vont m'accompagner. Donc il y a. Oui, donc ça sera pas un solo, ça sera avec des musiciens. Et là pour le coup, on part en quartet avec Laurent Paris à la batterie, Mathieu Verchowski au violon. Et puis Bruno Izarn qui fait la guitare de Boucan à la guitare. Plus connu de ce côté-ci de la Garonne sous le pseudo de Qu'est-ce
Kestakop. Kestekop. Kestekop, ouais, puisqu'il jouait de la guitare en solo sous ce patronyme-là, Kestekop. Ah ouais, jolie formation. Ouais, c'est super. Et puis pour la première fois de ma vie, je prends le temps de répéter avec les gens avec qui je vais enregistrer l'album, ce qui n'était pas du tout le cas de la dernière fois. La dernière fois, non. C'était avec Denis Charol et Steven Harrison et Grégoire Jans, feu Grégoire Jans, qui, là, on a pris 2 jours de répète et puis on a enregistré en 4 jours. C'était un peu la course. Là, pour le coup, ils me font le plaisir de prendre un peu de temps pour mes chansons et puis non, on devrait enregistrer ça en septembre et puis il devrait sortir en 2020, je sais pas quand, mais et ce qu'on peut remarquer, c'est que là aussi sur les 3 musiciens, il y en a 2 qui viennent du milieu jazz et musique improvisée. Eh ben ouais, tu vois, tu crois que c'est un hasard? Peut-être pas finalement, peut-être pas. Mais on parlait tout à l'heure de choses qui grattent et que vous aimez bien les choses palisses. Quelqu'un qui est palisse, tiens, c'est bien celui-là aussi qui fait partie de votre liste. Ouais, The Mercy Seat de Nick Cave avec les Bad Seeds. Celui-là aussi, il gratte méchamment. Une version existe aussi en acoustique qu'on écoutait beaucoup au début des années 90 dans Caramel Mou. C'était un morceau que j'adorais. Il y a aussi une version de Joe qui a été reprise par Johnny Cash d'ailleurs. Mais je crois bien que même cette chanson, il l'a écrite au départ pour la proposer à Johnny Cash, qu'il a refusé. Il a fini par l'enregistrer avec les Bad Seeds. Et puis ensuite, Johnny Cash en a fait une version hyper calme comme ça, et lui il s'est inspiré, je crois, de la version de Johnny Cash pour refaire sa deuxième version qui est effectivement aussi magnifique, qui n'a rien à voir mais... Ah oui, qui a vraiment rien à voir. On va peut-être en rester là avec votre liste en disant quand même que on y retrouvait aussi du Archie Shepp, peut-être le côté révolte aussi du personnage. On y retrouvait aussi du Tom Waits que l'on peut classer aussi dans la même catégorie. Des gens qui m'ont bouleversé. Tu m'as demandé des gens qui avaient un peu remué voilà, pour le coup, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le dernier étant cette personne-là, on va en écouter 3 secondes parce que là c'est pareil. Barbara, c'est quoi? C'est une figure totémique, c'est la représentation de la chanson. Ouais, j'aurais pu te mettre Brassens ou Brel ou Ferré, tu vois, mais je me suis dit Barbara, c'est pas mal. Et puis je me souviens d'avoir pleuré à sa mort alors que les autres, je m'en souviens pas. Ah ouais. Donc voilà, je me suis dit Barbara. Et puis cette chanson-là, Soleil Noir, pour le coup, qui a peut-être un peu inspiré mon écriture. Ouais. Voilà, donc on en a presque fini. Vous nous avez fait la joie, Ember, d'arriver avec votre instrument. Je le disais, instrument quand même qui est dégueulasse pour un musicien. On est arrivé un peu à la bourre. Il a fallu que je vienne vous chercher au début du campus de Paul Sabatier. Vous n'arriviez pas à trouver l'endroit. Et je suis parti en courant et vous étiez derrière à essayer de transporter l'instrument. Et je me suis dit, t'es un beau salaud, tu le laisses comme ça se démerder. Mais vous l'avez amené, et bon, on va pas résister à aller chercher l'instrument. Et vous nous jouez un morceau que l'on pourra retrouver, dans le prochain album ou pas? Oui, un morceau qui s'appelle le prochain album qui devrait s'appeler Mémoire d'un enfant de 300 000 ans, et celui-ci s'appelle L'amour tentacule. Alors je les connais pas encore hyper bien, et puis on n'a pas eu tellement le temps de faire les réglages. Des réglages, je sais même pas si je suis accordé. Oh ben j'espère que oui quand même. Ember. Non, je suis complètement hyper faux, donc je vais essayer quand même. Ember, en direct dans Caramel Mousse, c'est quasiment là-dessus que s'achèvera l'émission. On vous remerciera juste à la fin, puisque j'ai 2 secondes, je vais peut-être vous donner 2-3 idées de concerts pour ce soir, le temps que Ember se recale. Par exemple, le Quartetto Tafi sera à l'espace Saint-Cyprien à 21h. Il y a de la musique bolivienne à la Candela avec Chunky Tui à 21h, et puis à l'impro du jazz avec le Cyril Bernard Trio. Voilà, Ember, en direct dans Caramel Mou. Ça marche la basse là? Les promesses jetées dans ce puits de mystère, dans ce monde fumant, un paradis d'enfer qui se signe et qui rende la liberté si chère. C'est l'amour à l'envers, la police du cœur, sur le bord de nos doutes, les accidents versés dans un lent goutte à goutte, la raison pour radar et l'odeur de mazout. L'amour à la boy scout,
Je ne te promets rien, c'est que le champagne et les bulles, la vie qui s'évapore comme un arbre qui brûle, le plaisir qui se moque du bonheur pour les nuls. De l'amour tentacule, loin des idées qu'on signe au bas d'un papier gris, qu'on oublie quelque part au fond d'une mairie, et dont le temps s'empare comme d'une momie. Ma promesse est plus sombre et plus sincère aussi. Mon amour pour l'instant, je t'aime pour la vie. Maladie humaine du besoin d'être sûr, en étant sûr de rien que de sa démesure. C'est prier en prison, c'est embrasser des murs. C'est l'amour qui endure, et l'équilibre instable entre la terre et l'eau, entre l'homme et la femme, ou le vrai et le faux. Je le tiens en suspens à la fleur de ta peau. Et l'amour se fait beau. Je ne te promets rien, sinon ma gratitude de partager nos joies et nos deux solitudes, de faire sa fête à l'ennui, lourd de ses certitudes. De l'amour servitude, loin des idées qu'on signe au bas d'un papier gris, qu'on oublie quelque part au fond d'une mairie, et dont le temps s'empare comme d'une momie. Ma promesse est plus sombre et plus sincère aussi. Mon amour pour l'instant, je t'aime pour la vie. Le troisième couplet à la prochaine émission, non? Voilà, comme le dit Humbert, prochain couplet à la prochaine émission, qui ne saurait tarder, il vous l'a dit, il y a un nouvel album qui sort en 2020, il y a l'album de Boucan qui va le 23 août. Voilà, qui va sortir à la rentrée, celui-là aussi il est attendu, donc il y a plein d'occasions de retrouver Humbert d'ici là. Merci beaucoup Humbert d'être venu dans ce studio, et à bientôt. À vous. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dans 15 jours, la semaine prochaine, on partira au bord de la mer. Salut les filles. Vous devez me payer la taxe. Quelle taxe? Vous vous êtes baigné, il faut payer la taxe. Y a pas de taxe.